Bienvenue dans Esprit MOF. Esprit MOF, ce sont des rencontres inédites avec ses artisans, ses maîtres d'art, ses compagnons, ses meilleurs ouvriers de France, regroupant toutes sortes de catégories artisanales dans des domaines très variés. Ils nous feront partager, imaginer leur parcours, leur vocation pour certains, et bien sûr leur travail, leur savoir-faire si particulier dans l'intimité de leurs ateliers ou de leur domaine de compétences. Dans ce nouvel épisode, nous sommes partis à la rencontre de Pascaline Lepelletier, qui a obtenu son titre d'un des meilleurs ouvriers de France dans la catégorie sommellerie en 2019. Avec elle, nous allons partir pour New York, où elle s'est installée en 2009, à 28 ans, l'occasion d'évoquer l'univers du vin qu'elle a découvert après des études de philosophie, un apprentissage et un stage auprès de chefs sommeliers et de chefs de cuisine étoilés. Développement durable, santé, circuit court, biodynamie, vin nature. Un mot résume sa passion, celui d'émerveillement. Pascaline résidant à New York, l'entretien s'est réalisé à distance et donc nous vous prions de bien vouloir nous excuser pour le son particulier de cet épisode. Pascaline Lepelletier, vous avez remporté le titre de un des meilleurs ouvriers de France en février 2019 dans la catégorie sommellerie. Quel a été le déclic pour vous présenter au concours des MOF ? Cela faisait en fait très longtemps que je voulais me présenter. Et en fait, je me suis inscrite 2 fois et je n'y suis pas allée parce que j'étais déjà aux États-Unis et que je ne me sentais pas en fait prête pour aller chercher un diplôme de cette envergure. Et le déclic s'est fait en 2016 lorsque j'ai en fait changé de restaurant et de statut et je suis devenue associée d'un restaurant. Et subitement, en fait, la vision des choses change énormément au niveau de la transmission, de l'encadrement des équipes, de ce que vous avez envie de donner en fait au quotidien dans votre métier. Et cette expérience professionnelle m'a fait me rendre compte que j'étais prête pour le MOF. Parce que j'étais en plus aux États-Unis et que je voyais à quel point en fait l'art de la table français, la sommellerie française, la gastronomie française étaient des atouts incroyables et me nourrissaient et que je m'en éloignais. Et donc j'ai vu le MOF comme une possibilité pour moi de replonger dans cette idée d'excellence à la française qui faisait qui j'étais aux États-Unis. Comment vous avez été sélectionné au départ ? En ce qui concerne la sommellerie, en fait, il n'y a pas de sélection, mis à part que vous devez avoir une certaine expérience professionnelle et être soit résident français depuis un certain nombre d'années et ou français. Puis nous avons eu des épreuves de présélection, puis la finale. Parlons peut-être de ces épreuves. Qu'est-ce qu'on vous a demandé ? À chaque fois, il faut un peu recréer les conditions d'un restaurant. Donc il y a 3 grands types d'épreuves. Les épreuves qu'on attend un petit peu, qui sont des épreuves de théorie. On doit avoir une culture de la gastronomie extrêmement répandue, évidemment. Il faut aussi qu'on ait une culture générale extrêmement importante pour pouvoir en fait entretenir nos clients, pour pouvoir parler avec eux. Donc il y a beaucoup de culture générale à avoir. Après, on a évidemment des épreuves de dégustation, des vins, des spiritueux, des thés, des cafés, en fait toutes les boissons que nous pouvons servir à un client. Et après, nous avons des épreuves pratiques qui vont de la vérification d'un office, savoir si nos outils de travaux sont prêts pour notre service, au management d'un commis ou la formation des équipes, à la discussion avec un chef et avec le pur service. Donc l'idée est vraiment d'essayer de baliser tous les champs de compétences qu'on a quand on est un sommelier, qui sont en fait beaucoup plus larges et vastes qu'on ne le croit. Est-ce que vous étiez la seule femme à vous présenter cette année-là ? Nous étions de mémoire une petite dizaine de femmes, ce qui était fantastique à voir. Et malheureusement, j'étais la seule à avoir été sélectionnée pour la finale. Est-ce que vous avez rencontré d'autres sommeliers pour préparer ces épreuves ? La beauté de ce diplôme, c'est effectivement l'idée d'une entraide entre professionnels, que ce soit entre anciens MOF, les MOF sommeliers, mais aussi des MOF cuisiniers, des MOF pâtissiers, des MOF chocolatiers. J'ai préparé cela sur 2 ans. Aux États-Unis, j'ai rencontré beaucoup de MOF qui étaient sur la côte est américaine. Alors, il n'y en a pas beaucoup, mais j'essaie de les rencontrer pour comprendre l'esprit du MOF. Alors, pas forcément que des MOF art de la table. En France, j'ai beaucoup travaillé avec les MOF sommeliers. Et après, effectivement, j'ai constitué un groupe de travail avec lesquels je m'entraînais toutes les semaines, en fait. C'est vraiment comme un sport. Et donc, chaque semaine, j'avais des exercices à tous les niveaux. Et j'étais très bien encadrée. Là, aux États-Unis, on a aussi la chance d'avoir à New York beaucoup de chefs français. Donc, dès que vous dites que vous préparez le MOF,
les portes s'ouvrent en fait. Il y a un tel respect pour le diplôme que j'ai vraiment eu la chance de rencontrer plein de personnes fantastiques pour m'aider. Est-ce qu'on peut parler des épreuves finales qui vous ont permis de gagner ? Oui, alors nous, nos épreuves se passaient cette année sur 2 jours en fait. Nous avions le premier jour toute une série de tests encore une fois. Et le second jour en fait c'est vraiment un peu notre chef-d'œuvre à nous. Donc ça se passe sur quasiment toute une journée. Nous avons davantage d'épreuves pratiques qui sont plus longues, avec plus d'interactions avec les chefs, des accords mets et vins, reconnaître un plat à l'aveugle d'un chef fameux, savoir qui a créé ce plat, le décrire. On a une carte des vins, on doit expliquer l'accord que nous allons faire. Nous devons préparer un événement pour une grande entreprise, justifier d'un budget, d'une sélection de vins, donc des choses plus classiques. Et la grande épreuve, en fait, c'est un service. Donc on reconstitue une salle de restaurant. Nous avons un menu qui nous est donné 2 heures avant. Nous avons la possibilité de goûter les plats du menu rapidement avec le chef. Puis nous sommes attribués un commis et un serveur avec nous. Et voilà, et après nous faisons un vrai service en conditions et l'épreuve dure à peu près 5 heures. Et cette épreuve s'est passée où ? Alors nous étions en Provence, nous étions à Ansouis, juste au nord d'Aix, donc ça change chaque année. Nous étions une dizaine de candidats, nous avions 2 tables, donc ça mobilise 150 personnes pour faire cette épreuve, donc c'est vraiment très impressionnant. Donc vous avez eu le verdict, quelle était votre première réaction ? À qui vous avez pensé tout de suite ? La première pensée a été pour tous ceux qui m'ont accompagné sur l'épreuve depuis le départ, après mes collègues et ceux qui m'ont mis le prix à l'étrier en tant que sommelière. Mon premier chef, je l'ai appelé assez rapidement. La famille aussi a été informée très très vite parce que si vous n'avez pas un solide noyau familial, c'est extrêmement compliqué. C'est vraiment un diplôme de cœur. Et donc effectivement, mon épouse et mes parents ont été informés aussi dans les tout premiers. Mais je crois qu'ils ont été informés par les réseaux sociaux avant moi parce que j'étais prise. Au regard de votre parcours et de votre réussite à ce concours, quel conseil pourriez-vous donner justement à un candidat qui se lancerait dans la course ? Je crois qu'il faut se préparer en se disant qu'on est MOF. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose où on arrive le jour J, on passe et voilà, c'est fait. Je crois que c'est une attitude, un état d'esprit qui se prépare des années en avance. Quand j'ai décidé en fait moi d'y aller, je me suis dit voilà, pour moi c'est ça l'esprit MOF. Et je vais essayer de l'incarner au quotidien dans mon travail. Il faut se préparer en amont et je pense qu'il faut passer beaucoup de temps avec des personnes qui ont eu le titre pour essayer de comprendre ce qui fait la différence, quel est l'état d'esprit. Une fois encore, on est dans l'excellence, mais on n'est pas dans la technicité absolue. C'est pas parce que vous connaissez tous les cépages de toutes les appellations de France, avec toutes les superficies et les taux d'alcool, que vous êtes un bon sommelier. Mais vous avez le temps de revenir en France un peu pour voir les vignerons, aller dans les vignobles Je rentre très régulièrement en France. Je suis en France quasiment tous les 2 mois, oui. C'est clé pour moi que ce soit effectivement la visite des vignerons, la dégustation, mais aussi rester connecté avec la sommellerie française. Est-ce qu'avec ce diplôme, vous devenez une ambassadrice du vin à travers ce concours ? Alors oui, absolument. J'ai l'honneur régulièrement en fait de collaborer avec le consulat de France ou avec l'ambassade. Et donc ce sont des occasions que je ne manque pas effectivement pour porter la bonne parole au niveau de l'art français du vin et de la gastronomie et de la culture en général, oui. Alors on va revenir sur votre parcours et sur votre entrée au cœur de la vie active. Ce qui sera intéressant, c'est de raconter pourquoi vous avez changé d'orientation et comment vous avez découvert l'univers du vin, puisque vous avez voulu en quelques années en faire votre métier. Oui, je viens d'une région viticole, donc l'Anjou, dans la vallée de la Loire, mais mes parents ne sont ni dans la restauration ni dans le vin. J'ai eu la chance de découvrir la philosophie, qui est une discipline que je lis toujours. Et en fait, le changement s'est fait lorsque je préparais les concours de professorat. J'étais très jeune et je me suis rendu compte qu'il y avait une imposture intellectuelle, aller enseigner le travail, la mort ou la vie à des étudiants qui avaient à peine 2-3 ans de moins que moi. Et donc j'ai pris une année sabbatique pour travailler. Dans cette année sabbatique, j'ai eu la chance de trouver la restauration. Et dans la restauration, en fait, le vin est apparu progressivement. Cette année sabbatique a été compliquée parce que c'était presque une crise. Je cherchais une discipline autre que la philosophie qui pouvait me nourrir et satisfaire.
Et le vin m'est apparu comme une évidence parce que d'abord j'ai adoré goûter mon premier verre de vin et avoir une expérience sensorielle quand même assez magique. Et deux, j'ai très rapidement compris que le vin était un prisme de notre civilisation et notre culture. Donc ce que je pouvais appréhender avec la philosophie, on peut le faire avec le vin aussi. Mais là, vous avez l'humain en plus, vous êtes vraiment enraciné dans la terre. Ça m'a parlé immédiatement. J'ai eu la chance de rencontrer très vite des personnalités du vin très fortes, qui avaient aussi un discours beaucoup plus large que la boisson seule ou que la culture, et qui avaient des engagements au niveau social et écologique qui me parlaient énormément et qui étaient très inscrits dans leur temps. Et ces personnes ont été des mentors pour moi très rapidement. On peut parler peut-être des deux figures qui vous ont mis peut-être le pied à l'étrier. Je pense à Patrick Rigour et puis Éric Baumard, ancien chef devenu sommelier, qui est une figure à l'hôtel Georges V. Oui, absolument. Patrick et Chef Torel ont été vraiment ceux qui m'ont encouragé. Alors, Patrick m'a dit, ce qu'il faut, c'est que tu fasses de l'apprentissage. J'en profite pour faire une petite tribune par rapport à ça, parce que ça a été une expérience fantastique d'éducation. Moi, je connaissais vraiment que les grandes études, entre guillemets, et je me retrouve avec des jeunes de 16-17 ans, des garçons, et je trouve que c'est un monde fantastique dont on ne parle pas assez dans les filières classiques. J'avais été refusée en lycée hôtelier, j'avais dû retourner à l'université, j'ai fait un DESS, donc l'université vraiment en fait était ma voie, mais en fait c'est pas la voie qui m'a donné accès à mon métier aujourd'hui, donc bravo pour l'apprentissage. Et Patrick était prof dans ce centre de formation. Chef Torel, lui, m'a ouvert ses portes pour faire mon apprentissage. Un chef à l'ancienne qui s'était fait tout seul, qui avait la plus belle cave de France. C'est un érudit incroyable avec beaucoup de connaissances des livres. C'est un des plus grands bibliophiles de France, donc il a une bibliothèque exceptionnelle. Il m'a expliqué que le travail personnel, l'abnégation était la clé, mais que sans le partage, ça ne servait à rien. Donc ça a été quelqu'un qui m'a ouvert énormément de portes pour rencontrer des grandes figures. Et c'est grâce à lui notamment que lorsque j'ai postulé pour faire un stage en parallèle de mon métier, il m'a suggéré d'écrire une lettre à Monsieur Baumard. Et quand Monsieur Baumard a lu la lettre de Monsieur Torel, le nom a fait tilt et Monsieur Baumard a accepté de me rencontrer. Il m'a donné aussi ma chance. Donc Monsieur Baumard, effectivement, est quelqu'un que j'admire énormément. Quand vous rencontrez des personnes comme ça très tôt dans votre carrière, effectivement, lorsque vous pensez au MOF, vous pensez à des gens comme ça. Je voudrais savoir comment vous avez pu travailler avec quelqu'un comme Monsieur Baumard. C'est-à-dire que vous l'avez regardé, vous l'avez observé, vous avez participé aux dégustations. Oui, c'était de l'observation, beaucoup d'observation. La façon dont il parlait aux clients, dont il parlait à ses équipes, dont il parlait aux chefs. J'ai eu la chance d'aller effectivement avec lui dans le vignoble aussi. Ce sont des moments extrêmement précieux parce que vous n'avez pas forcément d'en voir des milliers. Surtout avec des personnalités comme lui, il les incarne à chaque fois de manière tellement entière que vous l'avez de manière transcender à chaque fois qu'il s'adresse à quelqu'un, qu'il goûte un vin. On s'est bien trouvé, lui, avec Monsieur Thierry Hamon, qui est son collaborateur maintenant depuis plus de 20 ans. C'est la même chose, quoi. On s'est trouvé. C'était l'époque d'Éric Briffard déjà. Vous avez pu déguster sa cuisine et faire des associations, des alliances entre la sommellerie et ses créations. J'avais pas le pouvoir de faire les accords. J'écoutais, je regardais. Mais ce qui était très bien, parce qu'il y a des moments dans votre carrière où vous avez besoin d'écouter, en fait. Ça a été une grande leçon de gastronomie française. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut plus parler de vin sans parler de gastronomie, évidemment, dans les deux sens. On est obligé, en fait, de redécouvrir le goût. Mais pour que ça marche, effectivement, de notre côté, il faut vraiment travailler sur des connaissances techniques. Malgré tout, ça reste de la chimie dans votre bouche qui se passe. Comment vraiment faire des accords qui soient assez exceptionnels ou... Au fond de moi, je suis absolument convaincue que la redécouverte du goût est une nécessité culturelle. C'est un sens qui a été malheureusement très maltraité. On ne nous apprend pas vraiment à bien manger ou à bien goûter quand on est petit. C'est un accès au monde absolument critique. Tout mon travail, c'est d'offrir aux gens la possibilité de comprendre que leur palais, que leur bouche est un univers magique, qu'ils ont ce trésor en eux, et dès qu'ils commencent à le redévelopper, on regarde le monde différemment. Avec les chefs cuisiniers et les pâtissiers, je suppose aussi. Oui, absolument. La pâtisserie a beaucoup évolué aussi ces dernières années, donc ça nous permet d'avoir des champs d'expression beaucoup plus larges, plus de choses savoureuses. Le salé est apparu, on travaille beaucoup plus de légumes en dessert. En même temps aussi, les gens sont de plus en plus curieux au niveau des vins, ce qui est fantastique. Je pense que la curiosité et l'émerveillement, c'est deux qualités fondamentales. Vous êtes là aussi pour faire le lien avec le client qui peut être un peu perdu ou qui est victime un petit peu des idées reçues. Oui, c'est une partie, vous avez absolument raison, c'est une partie incroyable de mon travail, surtout quand vous avez gagné la confiance du client. Quand j'ai quelqu'un au restaurant, c'est pas pour une seule fois. Ce que j'ai envie, c'est que le client revienne et qu'on se connaisse et qu'on développe une relation. Et dans ces cas-là, vous pouvez vraiment l'emmener dans des voyages.
Alors que ce soit la redécouverte de vins de dessert français qu'on connaît mal, ou l'ouverture à d'autres cultures, où vous pouvez les emmener en Portugal, en Australie, en Afrique du Sud. Et ce que je trouve assez incroyable dans mon métier, surtout en travaillant à l'étranger, c'est que ça transcende la langue et la culture. C'est-à-dire que lorsqu'un vin est bon et que l'accord marche, vous pouvez ne pas vous comprendre, mais par contre, on va communiquer avec ce ressenti. C'est vraiment très très fort. Qu'est-ce qui fait qu'une Française part aux États-Unis bien décidée à s'intégrer dans la vie new-yorkaise? Je suis partie parce que j'ai eu la chance de travailler avec un projet assez exceptionnel qui avait des valeurs très très fortes et qui voulait développer un concept de gastronomie fondé sur la santé et le développement durable. Tout ce dont on parle aujourd'hui. Et moi, ils m'ont proposé de faire la carte des boissons avec ces équipes de nutritionnistes, de scientifiques, réfléchir sur qu'est-ce que ça veut dire que bien boire, est-ce qu'on peut bien boire quand il y a de l'alcool. Le challenge a été fantastique parce que c'était à la fois de la recherche et de l'application. Et donc, ce qui devait être 6 mois est devenu 1 an, est devenu 3 ans, et maintenant, ça fait 12 ans que je suis là. Parce que la ville de New York m'a beaucoup plu, avec une clientèle très, très, très ouverte, très curieuse, très francophile. Je pouvais à la fois exprimer ce que j'avais appris en France, mais en même temps, je pouvais m'ouvrir sur plein d'autres cultures. J'ai lu que vous avez décerné le prix de la meilleure carte des vins. Comment ça s'est fait? J'ai toujours voulu défendre le travail des vignerons et des artisans de la vigne, avec pour ethos de mettre en avant soit des cultures traditionnelles, soit des nouveaux artisans qui s'installaient, mais à chaque fois avec un respect du travail de leur sol et de leur vigne. Ça m'a permis de sortir un peu des sentiers battus, donc la carte avait une vision très internationale, mais en respectant en fait les traditions viticoles un petit peu oubliées. Donc on avait des vins de Géorgie, on avait des vins d'Arménie, on avait des vins d'Israël. On mettait aussi en avant des cépages oubliés, des techniques oubliées, et il y avait aussi une composante assez forte esthétique. On avait de l'humain, donc on pouvait vous raconter l'histoire, et on avait essayé de donner ça dans l'histoire de la carte que nous avions. Et on avait essayé de faire en sorte que notre modèle économique puisse permettre à des gens qui n'ont pas forcément exceptionnels de pouvoir accéder à des bouteilles assez magiques. Alors aujourd'hui, vous êtes au restaurant Racine. Quelle est la spécificité de ce restaurant? Avec l'épidémie, nous avons dû changer. Nous sommes là en train de repenser le restaurant qui va réouvrir dans quelques semaines. Et une carte des vins que j'espère à la fois abordable et pointue. Voilà, donc on rouvre dans quelques semaines. Et par exemple, cette cave, vous avez combien de références à l'intérieur? 3200, 3400 références. Je vais changer un petit peu le modèle. Je voudrais la faire vieillir. La référence que vous verrez imprimée sera d'à peu près 800, qui changeront très régulièrement. Vraiment un travail de saisonnalité fort, avec des vins qui continueront à mettre en avant le travail des artisans vignerons. Quelle est la différence entre les Parisiens, disons, et les New-Yorkais dans leur façon d'aborder le vin, juste? Je pense que le New-Yorkais est beaucoup plus ouvert et cosmopolite. Voilà, on est dans une ville où vous avez plus de 160 nationalités, hein. Donc c'est une ville qui est très curieuse, mais qui sont aussi incroyablement exigeants parce que vous pouvez avoir accès à tout. Alors, ils apprennent très très vite, mais ils peuvent aussi changer d'avis très vite. Mais il y a une espèce de jovialité et d'enchantement un peu enfantin. À Paris, c'était plus traditionnel et plus compliqué de faire découvrir des choses qui sortaient un petit peu des sentiers battus. Alors je crois que ça a changé quand même. Mes dernières expériences m'ont fait voir qu'il y a des influences énormes qui viennent un petit peu plus de toute l'Europe, qu'il y a beaucoup plus de diversité de restaurants, qu'on voit aussi beaucoup de chefs et de sommeliers formés dans des très très belles maisons qui ouvrent des restaurants de plus petite taille et qui ont une approche très professionnelle mais peut-être un tout petit peu moins guindée. Et la biodynamie, ça fait partie aussi de la grande tendance peut-être de ces dernières années. Il y a une prise de conscience de la nécessité, de la qualité de l'agriculture et de la viticulture. Le mouvement des vins nature aussi est très fort ici. New York, il faut vous dire que c'est un incubateur et que ça accélère tout en fait. Il y a un tel pouvoir financier avec une telle masse de consommation que tout est décuplé. Une fois que ça prend, mais ça prend... Le fait que vous soyez une femme, que vous soyez sommelière, que vous soyez française, est-ce que ce sont des atouts justement pour une ville telle que New York? Alors dans le monde du vin, être français, sans aucun doute, c'est un énorme atout.
être sommelière, c'est une des raisons aussi pour lesquelles je suis restée lorsque je suis arrivée en 2009-2010, c'est-à-dire qu'on est quand même encore très très loin de l'égalité absolue. Il y a encore énormément beaucoup de problèmes sociétaux ici, au niveau du statut des femmes. Être une femme à New York, c'était absolument pas un problème en 2009-2010, et avoir des postes à responsabilité. Ça reste une ville où c'est un peu marche ou crève, mais New York, avec les femmes, vous offrez beaucoup moins de préjugés. On va encore en France. Donc si j'ai bien compris, vous n'êtes pas prête de revenir vous installer en France et je pense que vous allez faire cet aller-retour incessant qui vous permet de garder le contact avec nos vignerons notamment. Je pense qu'être à l'étranger, ça permet d'avoir un regard sur son origine qui est incroyablement enrichissant. Les États-Unis m'ont beaucoup apporté, mais la France aussi me manque beaucoup et je crois que le futur du vin, le futur de la gastronomie va beaucoup être en Europe. Donc dans les années à venir, je vais passer plus de temps entre les deux pays. Quel est l'objet fétiche qui vous représente dans la vie quotidienne? J'ai un tire-bouchon. Le problème, c'est que lorsqu'on voyage beaucoup, on vous les prend à la douane. Donc maintenant, on voulait les avoir toujours sur moi. Il y en a qui restent à la maison. Et l'autre chose, c'est un carnet de notes pour prendre toujours mes impressions au niveau des vins que je goûte. Des choses qui peuvent me servir dans mon métier au quotidien, quand je vois une peinture, quand j'ai un morceau de musique ou une idée. Et j'écris de plus en plus. Donc, Pour terminer, Pascaline, j'aimerais bien vous demander si vous avez une devise dans la vie, une devise qui vous guide. Une des citations qui m'a marquée lorsque j'étais au début de ma carrière de philosophe, c'est un mot grec. Dans la citation, c'est dire ne jamais arrêter de s'émerveiller. Cet émerveillement qui est à la fois cette curiosité sur le monde avec un ressenti enfantin en fait. Ça me dit ne pas avoir de préjugés, ça me dit de continuer d'apprécier la vie, d'avoir ce bonheur juste de découvrir quelque chose qui vous relie aux autres de manière extrêmement humble et simple et naturelle. Donc voilà, c'est juste continuer de m'émerveiller. Merci beaucoup Pascaline Lepelletier d'avoir témoigné, raconté un peu votre vie new-yorkaise. Merci beaucoup. Nous espérons que vous avez apprécié cet entretien et nous remercions Pascaline Lepelletier pour son aimable participation. Entretien Gilles Brochard, production Pierre-Henri Verlac. À très bientôt pour un nouvel épisode.